Bienvenue sur EventCheck, le podcast pour les lieux événementiels. Plusieurs fois par mois, je pars à la rencontre de lieux événementiels aux structures diverses et variées. Ateliers, restaurants, bars, hôtels, centres de conférences, appartements d'entreprise, coworking, meeting room, mais pas que. Je donne aussi la parole aux acteurs et professionnels de notre secteur. Traiteurs, wedding planners, apporteurs, startups, etc. Le but, au-delà de vous partager leurs histoires et visions, est de mettre en lumière leur savoir-faire, conseils et bonnes pratiques. Du marketing digital à la stratégie commerciale, en passant par la relation client, nous passerons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous aider à booster votre activité. Je suis Clémence Ferraud, votre hôte, cofondatrice du CRM pour lieux événementiels BookingCheck. Et si vous voulez mieux me connaître, venez me rejoindre sur Instagram ou LinkedIn. Sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes d'EventCheck sur notre site internet bookingcheck.com, vous inscrire à notre newsletter via le site pour ne rien louper et en profiter pour découvrir notre blog aux 1001 astuces. Si vous aimez ce podcast, aidez-moi à le faire connaître en vous abonnant, en mettant 5 étoiles, en laissant un commentaire sur une plateforme d'écoute ou tout simplement en parlant autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur hello@bookingcheck.com pour me faire vos retours ou me partager que vous aimeriez participer. Et maintenant, place à EventCheck, votre nouveau rendez-vous audio. Bonjour Emmanuel, bienvenue sur EventCheck. Bonjour Comment Clémence. vas-tu ? Écoute, merci. Et déjà, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Tout va bien. Écoute, c'est le début de l'année, donc ouais, nerveux, 2022, bonne année. C'est vrai qu'on est au tout début. On peut se le dire. On peut se le dire avec tous les vœux. Et puis ça va bien se passer. Hein. Ouais, t'es confiant ? Ouais. Il faut toujours l'être parce que sinon hein. Parce que non, il faut être actif et il faut voilà, c'est toujours la même chose pour les entrepreneurs. On est obligé de lever la tête et de continuer. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Alors aujourd'hui, toi tu viens sur EventCheck et on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup puisque je suis une grande consommatrice. On va parler de café. Alors au-delà du plaisir que j'ai d'avoir une bonne tasse fumante entre les mains, je trouvais que c'était un sujet très intéressant parce que aujourd'hui il y a une multitude de lieux en France qui accueillent de l'événementiel, et alors que ce soit un lieu événementiel fermé au public, mais aussi des hôtels qui ont des salles de réunion, etc. Et proposer un bon café, c'est déjà un peu la clé du succès. Et au vu de tout ce que vous proposez, je vais pas dire le nom c'est toi qui vas tout nous raconter, mais au vu de tout ce que tu proposes et ce que vous proposez au niveau de ton entreprise, je trouvais que tu étais la personne parfaite pour venir nous en parler, parce que tu as un pied aussi dans l'événementiel. Donc, tu es Emmanuel et tu es le cofondateur de la Claque Café. Est-ce que tu nous racontes un petit peu déjà qui tu es, est-ce que ça a toujours été le café dans ta vie, ou alors est-ce que c'est arrivé après, et comment tu es venu au café ? Au café. Alors, c'est pas une ligne droite en fait. C'est je viens d'un autre monde, celui de la recherche. Mais bon, après, ce qui est drôle, si on revient un peu plus loin encore, mon père était dans l'hôtellerie-restauration, donc finalement, en fait, il touchait d'une manière assez vague au café, parce que tout le monde est obligé de servir du café. Mais si je me rappelle, en fait, il avait un restaurant sur le port de Nice, donc de temps en temps je passais en étant ado et je voyais la façon dont il faisait les cafés. Parfois il me demandait de faire les cafés, mais je refusais complètement parce que cette machine me faisait peur, en fait, dans un sens. C'est des grosses machines dans les restaurants. Voilà, oui, c'est ça. Mais bon, j'avais l'impression qu'il fallait vraiment avoir un diplôme pour l'utiliser, donc je faisais tout mon possible pour ne pas la toucher. Et donc non, je me sentais absolument pas fait pour travailler dans un restaurant ou dans un hôtel d'ailleurs. C'était pas mon monde, je m'y reconnaissais pas. Et donc moi j'étais plutôt quelqu'un qui était attiré par tout ce qui était scientifique et par la biologie en particulier. Je passais mon temps aussi en fait dehors dans la nature. Donc c'était ça mon dada. Et donc finalement j'ai fait un parcours universitaire un peu particulier, mais qui m'a amené à l'étranger, notamment à faire de la biologie marine en Écosse, et puis après je suis allé faire une thèse en Nouvelle-Zélande sur quelque chose un peu plus lié à la génétique, à l'évolution, et puis je suis parti ensuite commencer une carrière de recherche au Canada et aux États-Unis pour encore une fois travailler sur l'évolution génétique, et en particulier sur des espèces en danger, parce que c'est aussi ce qui m'intéressait le plus, voilà,
passais mon temps. Par la suite, en fait, j'ai été un peu et d'ailleurs au passage, en fait, de la même façon, il faut savoir que les scientifiques carburent au café. S'il y a pas de café, il y a pas de science comme on la connaît aujourd'hui. C'est comme un hôpital ou un gouvernement. Faut juste imaginer. J'adore poser cette question-là. Je fais encore un détour, mais essayer d'imaginer comment tournerait le monde sans café. Clairement, la recherche scientifique ne tournerait pas du tout de la même façon. C'est vrai qu'on a cette image du scientifique avec sa tasse toujours à la main, donc. Exactement, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et donc j'étais toujours le dernier à faire le café. Je voulais pas toucher à la machine à café. Je savais pas les dosages. J'avais toujours peur de faire quelque chose de mauvais. Donc je m'arrangeais toujours pour que ce soit mes collègues qui préparent. Et bon, un peu frustré par la carrière académique, j'ai cherché un peu autre chose. Mais donc comme j'aimais bien que ce soit les autres qui fassent le café, en fait, je passais mon temps dans les coffee shops par contre, parce que avec la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis, on était déjà à l'époque, je parle de 2005-2010, c'était contrairement à la France, le monde des coffee shops était vraiment très développé déjà et le café de spécialité comme on l'entend, c'était déjà développé dans ces pays-là et même si j'étais un très mauvais connaisseur, c'est-à-dire que je buvais des lattés avec 4 sucres dedans, donc c'est du café confort mais et réconfort et gourmand, mais c'est pas le connaisseur. Je l'étais pas du tout. Et un jour, je suis tombé, un jour où je m'embêtais un peu dans mon labo, je suis allé me perdre dans une bibliothèque et je suis tombé sur un livre un peu comment ouvrir un coffee shop pour les nuls. Bon, c'est pas exactement ça le titre, mais c'était aux États-Unis où il y a beaucoup de coffee shops, où il y a plein de gens qui rêvent d'ouvrir des coffee shops. Donc il y a effectivement des livres qui ont ce type de nom. Et j'ai fini le livre en 2 jours et je me suis dit mais c'est carrément ça en fait que je veux faire. Donc je me suis retrouvé complètement par hasard une espèce de vocation. Et après j'ai commencé à lire sur le produit café lui-même, son histoire, son tout aussi toutes les pratiques en fait d'extraction et tout, enfin t'as plongé dans le monde du café à 360 degrés. Exactement ça, ouais, c'est ça, c'est ça en fait, c'est un vrai plongeon. Et une fois qu'on est dedans en fait, et que si on est happé par la chose, on y reste. Et en fait c'est vrai que le monde du café, et en particulier le café spécialité, ce sont des gens qui viennent d'un peu partout, de tous les milieux, qui ont toutes sortes d'aventures dans leur vie, qui se retrouvent dans ce milieu-là, et on a la chance justement d'avoir un monde rempli de passionnés, dans lequel en fait les diplômes n'ont pas forcément une importance comme dans d'autres domaines. On peut faire une super carrière dans le café, et c'est vraiment une question de s'intéresser et d'apprendre tous les jours. Et même donc les personnes qui ont 20, 30, 40 années d'expérience nous le disent. Ils nous disent moi je continue à apprendre tous les jours parce que c'est un milieu passionnant et qui ramène à loin en fait à tous les pays d'origine. Et il y a beaucoup d'intermédiaires et chacun des métiers, chacun des savoir-faire est tout aussi intéressant. Donc on se retrouve au bout de la chaîne, mais voilà. Donc pour refermer la boucle et la réponse à ta question, c'était un long parcours qui m'a amené au café, mais finalement l'aspect scientifique me sert aujourd'hui parce que c'est un peu faire un café, c'est un peu un protocole scientifique aussi. Il y a des paramètres, il y a des ingrédients, et puis à la fin, si on n'est pas content avec le résultat, il faut juste comprendre tous les paramètres et savoir comment les changer pour que le résultat final soit celui le meilleur possible en fait. Donc voilà, je me retrouvais un peu dans un labo coffee shop dans un sens. Et donc tu lis ce livre, tu te dis donc très rapidement tu te dis je change. C'était assez surprenant en fait. C'était effectivement ça a un peu interpellé tout le monde autour de moi, mes amis et ma famille, où effectivement d'un coup c'était en fait je crois que je vais changer de vie, je vais rentrer en France parce que on était plusieurs à ce moment-là. Là je parle de 2010, 2012 par là. On était plusieurs à se dire je vais révolutionner le café en France, je vais revenir en France et je vais ramener ce que j'ai vu à l'étranger. Donc c'était les tout débuts en France. Ouais, c'était les débuts. Donc après, quand je suis arrivé à Paris, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des acteurs en fait, et déjà des bons acteurs et qui sont toujours là aujourd'hui. Donc ils ont fait leur place. Et c'était un plaisir à ce moment-là parce qu'on avait un peu l'impression d'être des précurseurs dans un sens, et puis de monter quelque chose, une communauté,
un savoir-faire, une reconnaissance de ce qu'on voulait faire, de ce qu'on voulait ramener. Ça a pas été facile, hein, parce que du coup, quand tu décides de changer, tu prends tout de suite un travail dans le monde du café, ou tu te formes dans un premier temps via, je sais pas, des formations aux professionnels. Je sais pas du tout comment ça se passe, parce que comme tu disais, il y a pas vraiment de diplôme. Ouais. Moi, je viens du monde des lycées hôteliers, ça n'existe pas. Non. Donc, comment tu bifurques concrètement? Ouais, effectivement, c'est un point important en fait. Que c'est pas l'endroit ici, hein, mais c'est vrai que c'est important de noter que malheureusement le métier de barista et même celui de torréfacteur en fait ne sont pas réellement reconnus en fait en tant que métier par l'éducation nationale. Donc même s'il y a des formations, notamment dans les lycées hôteliers, corrige-moi si je me trompe, mais c'est 6 heures de formation sur 2 ans ou quelque chose comme ça. Donc c'est absolument ridicule. Je saurais même pas dire, mais moi à mon époque, dans le lycée hôtelier où j'étais, ça n'existait pas. Bon voilà, encore. C'était un lycée, un des beaux lycées de France, donc qui avait déjà une belle aura. Donc si eux ne l'avaient pas, je pense que les autres, moi je suis rentrée dans un lycée hôtelier dans les années entre 2007 et 2010, donc ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a peut-être des formations sur des CFA, des choses comme ça. Il y a très peu de choses qui sont mises en place, donc à part il y a un lycée hôtelier à Limoges qui a mis des choses en place, avec heureusement que ils ont pu montrer un exemple. Il y a un lycée privé aussi hôtelier près de Saint-Étienne qui est en train de monter quelque chose aussi. Donc voilà, ce sont des initiatives individuelles pour l'instant, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de général, et surtout le métier n'est pas reconnu officiellement. Ça doit venir du corps enseignant. Je veux dire, je pense que c'est lié à des enseignants qui ont peut-être des appétences et des savoir-faire, et qui du coup, entourés par l'équipe dirigeante, peuvent mettre en place des choses. Mais à mon avis, oui, c'est encore très nouveau. Donc toi, tu fais comment? Alors donc à l'époque, effectivement, et j'allais certainement pas retourner dans un lycée hôtelier à l'âge avancé que j'avais. Donc non, il y avait quand même très peu d'endroits où se former, mais il y avait un des premiers acteurs du café de spécialité à Paris qui s'appelle la Caféothèque, qui est une espèce d'antre à l'honneur du café, qui faisait à l'époque vraiment partie des précurseurs. Et quand je suis arrivé là-bas, en fait, le deal, c'était que je fasse une formation de 15 jours et que j'y travaille pendant un moment pour gagner de l'expérience. Ça devait être que 4 semaines au départ, et puis finalement, en fait, à la suite de ça, j'ai été embauché et je suis resté presque 10 mois. Okay. J'avais même commencé à être formateur en fait à l'école de la Caféothèque, à proposer de nouveaux types de formations, notamment au café filtre, des choses comme ça. Donc déjà le gagner du savoir et puis le retransmettre, c'était vraiment quelque chose qui était dans mon ADN. Donc ça vient de l'université aussi, hein, et de la science. Mais c'est vrai que je me suis déjà investi là-dessus. Et donc voilà, c'était quand même nécessaire pour moi de passer par on va dire des pairs qui pouvaient m'enseigner au moins les fondamentaux du café, et puis après je pense que c'est à chacun de faire son chemin et d'avoir la curiosité et l'envie d'apprendre soi-même en fait, et d'expérimenter, parce que c'est beaucoup d'expérimentation aussi le café. D'accord. Donc tu passes cette première année avec des experts et ensuite est-ce que rapidement arrive l'aventure, la claque, ou ça se fait un peu par hasard? C'est quoi le lien le pont entre ce moment où tu termines la Caféothèque et le moment où tu commences ta propre aventure? En fait, à l'époque, c'était vraiment je reviens au bouquin que j'avais trouvé, et je voulais vraiment ouvrir un coffee shop finalement. Ok, c'était ça ton objectif. À l'époque, oui, je me voyais absolument tenir mon coffee shop, avoir une communauté autour de ce coffee shop, servir d'excellent café. Je me voyais bien faire ça. Et puis donc pour gagner un peu d'expérience là-dedans, j'ai essayé d'avoir des positions de barista dans des projets qui ouvraient. Donc il y a 3 coffee shops qui ouvraient sur Paris. Il y avait beaucoup d'ouvertures à l'époque, et donc je les ai accompagnés sur l'ouverture. J'ai fait les premiers mois d'ouverture pour certains. Et voilà, l'idée c'était de gagner en expérience là-dessus. Et donc
au bout de 3 coffee shops, je me suis mis en auto-entrepreneur pour avoir un peu plus de temps à me consacrer au projet, tout en continuant à travailler en tant que barista indépendant. Donc, je faisais aussi de la formation, mais c'est là aussi où j'ai commencé un petit peu, on me donnait des opportunités pour faire de l'événementiel. Je travaillais sur des salons pour telle ou telle marque, des salons professionnels, je parle. C'est-à-dire pour faire de la démo ou pour organiser les points des bars à café ou Alors à l'époque, j'avais pas encore cette expérience-là de monter vraiment. J'avais pas d'équipement à moi, je pouvais pas. Donc en fait, c'était effectivement plus de la démo et un peu de service aussi, mais effectivement tout était un peu préparé à l'avance par d'autres personnes. Voilà, j'étais entre guillemets seulement barista. Donc j'avais touché un petit peu à cet aspect-là aussi. Et finalement, en fait, dans cette période-là. Il y a d'autres baristas en fait qui étaient comme moi, qui étaient indépendants aussi en auto-entreprise, et notamment une certaine Sandra Bouquenou avec qui on avait des projets en commun. On avait besoin d'autres baristas pour nous aider sur les projets qu'on nous avait mis entre les mains. Et l'un comme l'autre, on a fait appel à l'autre, et on a appris à se connaître et à travailler ensemble. On a aussi travaillé sur un projet d'ouverture de coffee shop qui, la dernière minute, ne s'est pas passé. Mais on avait apprécié le fait de justement monter un projet et des choses comme ça. Donc, à ce moment-là, il y a eu une opportunité de faire un pop-up café dans un petit musée parisien qui s'appelle le musée Cognac G, qui est le musée du XVIIIe siècle, qui avait à l'époque, c'était en 2015, une exposition temporaire sur 4 mois sur le thé, café et chocolat au XVIIIe siècle. Des produits exotiques qui étaient à la mode à l'époque. Et donc c'est dans un très bel hôtel particulier dans le Marais. Mais la cour intérieure était très minérale, très belle, mais en même temps elle était pas utilisée. Et la directrice du musée à l'époque avait vraiment et son assistante, elles avaient l'intention d'en faire quelque chose, et on leur a proposé d'ouvrir un petit coffee shop à l'extérieur éphémère le temps de l'exposition. Donc c'est là où on est arrivé avec d'abord des tréteaux et une planche et une petite machine d'occasion qu'on nous avait prêtée. Et l'idée, c'était finalement, on était resté sur les week-ends parce que c'est quand même, ça reste un petit musée, donc au moins le week-end, on avait la possibilité d'avoir un peu plus de monde. Et donc on s'est bien amusé avec des cafés et des torréfacteurs différents tous les week-ends. Donc déjà nous-mêmes, ça nous a permis pendant 4 mois, tous les week-ends, de goûter beaucoup de café, de beaucoup de torréfacteurs français. Et aussi, en fait, on avait la possibilité de faire goûter ces cafés à tous les visiteurs du musée, qui était donc une clientèle vraiment différente des coffee shops, surtout à l'époque où dans les premières années à Paris, il y avait un peu ces codes le coffee shop, c'est pour les hipsters, c'est pour des jeunes à la mode avec des ordinateurs portables qui passent leur temps à travailler, et il y avait vraiment en fait cette idée que c'était pas pour tout le monde en fait. Il y avait beaucoup de gens qui ne rentraient pas dans les coffee shops parce qu'ils avaient peur de pas appartenir à ce monde-là en fait, où ils se sentaient mal à l'aise. Et au contraire, les gens qui rentraient dans les coffee shops, en fait, eux, ils savaient à quoi s'attendre. Ils faisaient part un peu de cette mouvance du café spécialité. Mais finalement, tous les autres, en fait, on n'y avait pas accès. Voilà, c'était vraiment un peu notre impression à l'époque, c'était que quand on travaillait dans un coffee shop, on n'avait pas forcément la possibilité de sortir de la clientèle habituelle. D'autres communautés. D'autres communautés, absolument. Alors que dans un musée, surtout un musée du XVIIIe siècle, clairement, voilà, ça attire des publics différents que les coffee shops parisiens de l'époque. Et donc, on avait accès à tous les âges, à toutes les origines. Et en fait, c'était absolument incroyable, vraiment tous les week-ends de voir la réaction des gens au café qu'on leur servait. Et des gens qui boivent du café depuis longtemps peut-être, ou alors peut-être même il y avait des personnes qui sont un peu amusées de notre concept et qui ont bu avec nous
leur premier café, et c'était de voir un peu leur visage qui se décompose au moment où elles goûtent le café qu'on leur propose, en regardant la tasse avec des gros yeux, en me disant mais qu'est-ce que c'est que ça, j'ai jamais bu quelque chose comme ça en fait, c'est du café, c'est qu'est-ce que c'est que ça. Et donc à chaque fois on se regardait avec Sandra, on se donnait des coups de coude et on se disait bah t'as vu, on lui a donné une claque encore. Et voilà, et donc on avait vraiment, donc la claque c'est un peu comme on va voir un film, on sait pas trop à quoi s'attendre, et en fait on voit un des meilleurs films qu'on a jamais vu. Donc quand on dit on a pris une claque, c'était un peu ça, et à chaque fois on avait vraiment l'impression d'avoir la possibilité de donner des révélations en fait aux visiteurs du musée. Et donc très rapidement on s'est dit qu'on était distributeurs de claques, et que quand on a eu l'idée de monter une entreprise, le nom était plutôt trouvé naturellement en fait, donc ça allait avec la claque. Voilà l'origine du mot. Donc vous créez la claque. À la base, la première chose qui découle de ce projet autour de la claque, c'est de proposer des services de café éphémère, de bar à café éphémère, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais en fait, on avait même c'était pas du tout voulu en fait. Finalement, cette activité, on est arrivé là un peu sur une opportunité, et on savait pas trop quoi en faire derrière. Donc, il y a des gens qui sont venus au musée et qui nous ont vus, qui ont adoré le concept et qui nous ont dit ça serait bien que tu viennes dans mon showroom pendant la Fashion Week, et tu viens faire du café pour nous. Donc, ok, super, on va faire ça. Pareil, un autre musée qui s'appelle la Gaîté Lyrique. Et de la même façon, ils nous ont demandé de venir sur le parvis pour venir faire des cafés. Enfin voilà, donc okay. D'abord, ce sont des gens qui sont absolument, ouais, ou des gens qui sont juste arrivés et qui ont vu notre meuble, parce qu'en fait, c'est aussi à ce moment-là qu'on a construit notre premier meuble nomade. Donc faut imaginer un meuble en métal et en bois qui fait un peu indus dans le style, et sur roue évidemment. Et c'est devenu notre dans un sens un peu notre mascotte, ouais, c'est ça. Mais aussi notre outil de travail mobile et très fidèle en fait. Donc il est encore là aujourd'hui, et je l'ai pas touché d'un pouce en fait. J'ai rien fait avec. Tout le monde l'adore, et on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui a bien compris notre projet et qui en a fait quelque chose de super efficace et très utile, voilà. Ok. Donc et aujourd'hui, donc ça c'était le démarrage, et aujourd'hui est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que ça s'est étendu? Est-ce que vous travaillez sur tout type de projet? C'est quoi c'est qui vos clients, vos projets sur cette partie bar mobile? Ok. Alors oui, c'est toujours d'actualité, et c'est vraiment notre activité principale. On s'est vraiment on a fait plusieurs tests au départ en fait pour voir si les pop-ups ça marchait bien, ou faire un peu de points de vente sur des festivals ou des choses comme ça, si ça nous convenait. Et au final en fait notre modèle économique il est très rapidement venu à simplement faire de l'offre de service en fait, un service clé en main, un peu comme un traiteur, et sur devis, voilà. Donc aucun point de vente, on en a fait très peu finalement, et donc l'idée c'est vraiment n'importe quel, et on s'adresse en particulier aux entreprises pour tout type d'événements. Et donc on a fait appel à nous sur des salons professionnels, sur des journées presse de présentation de produits, sur des shootings photos ou des défilés de mode, des journées pour un peu spéciales pour les employés. Voilà, enfin il y a plein d'occasions pour faire du très bon café sur des événements. Et il n'y a pas de durée, parce que vous avez démarré avec un pop-up un peu long, mais si on vous book sur 3 jours, il n'y a pas de souci. Ça peut être même pour 10 minutes. Okay. En fait, tout est scalable, en fait, vraiment. Donc, okay. Autant on peut faire 100 personnes en une demi-heure, et si on nous demande de faire, récemment, on a fait un pop-up, ouais, c'est ça. Bon, récemment, on a fait un pop-up de 2 semaines, voilà, donc ça reste possible. Okay. J'ai reçu une demande récemment pour 2 jours avec 4000 personnes par jour. Donc on va mettre 4 machines avec 8 baristas en fait. Faut s'ennuyer. Non, mais c'est ça qui est bien aussi en fait.
c'est un détour encore, mais en fait, il se trouve que quand on travaille surtout sur des salons professionnels et qu'il y a vraiment beaucoup de monde sur ces salons, vraiment, c'est pas rare de faire presque 10 kilos de café par jour. Donc, quand on ne travaille pas dans un café, on se rend pas compte de ce que ça veut dire. Mais c'est presque 1000 cafés par jour si on n'arrête pas. Ouais. Et finalement, il y a très peu de coffee shop à Paris qui pourraient dire, je passe 10 kilos de café par jour. Et donc, les baristas qui travaillent avec nous ou nous-mêmes, on sait ce que c'est que d'avoir un vrai rush, comme dans d'autres pays, où les coffee shops sont beaucoup plus très très occupés toute la journée. Donc bon, on a cette spécificité là aussi de pouvoir servir énormément de café. Ouais. Je te pose toutes ces questions parce que je sais qu'il y a beaucoup de lieux qui nous écoutent, des agences, voilà. Donc je sais que ils vont se poser ces questions. Donc c'est pour ça que je te demandais à quel point vous pouviez être adaptable à toute typologie d'événements. Alors, vous avez cette partie bar à café éphémère, mais pas que. Vous avez aussi une partie école. C'est ça. Est-ce que tu nous racontes un peu ce que vous proposez ? Ouais, exactement. En fait, c'était une suite logique parce que autant Sandra et moi-même, nous étions formateurs indépendants et on a fait ça pendant un moment, le temps que. Donc en plus des bars éphémères, vous aviez la partie formateur indépendant. C'est ça. Au départ, on faisait ça avant qu'on puisse vraiment se payer, avec de la claque. C'est ça. Ouais. On avait gardé nos statuts d'auto-entrepreneur. Et puis à partir du moment où on s'est dit bon, ça y est, on peut se payer avec la claque, on a assez d'activités. On a monté un organisme de formation officiel et qui est certifié Calliope aujourd'hui. Donc on est bien dans les règles, on est sérieux, c'est ça. Et donc on a monté notre propre programme de formation qui est encore une fois en fait on se démarque par l'aspect flexible et modulable. Donc en fait c'est par en gros très vite, c'est par module de 4 heures avec des compétences particulières à chaque fois. Donc soit l'espresso, soit le latte art, soit le café filtre, simplement un peu la théorie sur le café et ce que j'imagine presque un des éléments les plus essentiels, c'est l'analyse sensorielle en fait. Donc savoir évaluer un café et pouvoir en parler. Voilà. Et après, donc ça c'est un peu notre programme à nous qu'on a monté au fur et à mesure. Et à côté de ça, en fait, je disais qu'il n'y avait pas de diplôme, mais il y a des certificats qui sont donnés par une association internationale qui s'appelle la SCA ou Specialty Coffee Association, où il y a un programme de formation qui est reconnu par la communauté du café spécialité au niveau international, avec différentes disciplines et différents niveaux, avec donc des certificats pour valider les compétences. Donc moi-même, je suis formateur agréé par cette association pour certaines disciplines, et il y a d'autres baristas avec qui on travaille qui sont formateurs chez nous et qui sont agréés pour d'autres disciplines. Voilà. Okay. Exactement. Très clair. Mais d'ailleurs, s'il y en a qui veulent creuser, vous l'expliquez très bien sur votre site qu'on mettra en lien sur la description du podcast. Donc, mais j'ai d'autres questions. J'ai vu aussi que vous avez mis sur votre site les workshops Coffee and Cheese. Ouais, c'est ça. Mais en fait, les ateliers, c'est un peu le lien qu'il y a entre la formation et l'événementiel. Parce que finalement, l'événementiel, comme on l'entend, ça va être pour faire du service haut de gamme de café avec de vrais baristas. Et puis quand je dis café, en fait, ça peut être aussi tous les produits qu'on retrouve dans un coffee shop. Donc on n'est pas limité au café, mais après on a du très bon thé, on a du très bon chocolat, on a d'autres boissons chaudes, fraîches. On fait du snacking, pas nous parce que on n'est pas traiteur, on n'est pas cuisinier, mais c'est ça exactement. Donc voilà, donc ça c'est l'aspect vraiment traiteur café. C'est ça. Café. Ouais. Et à côté de ça, donc il y a l'aspect formation, mais au milieu il y a tous les ateliers en fait. Donc quand vous pouvez former de façon professionnelle des gens qui veulent aller vers des métiers de café, ou qui en ont besoin parce qu'ils ouvrent je ne sais quel lieu de vie où ils accueillent du public et ils vont avoir besoin de servir du café. Mais vous pouvez aussi proposer des activités autour du café avec des workshops. Exactement. C'est ça, okay. C'est ça. Pour des groupes. Pour des groupes, encore une fois, on est scalable en fait, donc on peut s'adapter au nombre de personnes et suivant le temps disponible aussi
pour ensuite, on a plusieurs propositions donc qui vont justement avoir un atelier sur comment goûter un café comme un professionnel. C'est une découverte, hein, mais donc c'est super intéressant parce qu'on n'a pas l'habitude finalement d'entendre ces concepts et puis de les tester directement avec tous ses sens. Et c'est ça qui est intéressant avec le café aussi, je trouve, c'est que ça fait appel à tous les sens. Donc quand on est je sais pas, on a une journée de séminaire et qu'on fait juste simplement une demi-heure sur utiliser vos sens pour comprendre un café et pouvoir en parler, clairement ça réveille parce que déjà il y a la caféine, mais en plus vraiment on se recentre un peu sur son corps et on essaie d'exprimer tout ce qu'on ressent. Et c'est pas forcément tous les jours qu'on fait ça finalement, en fait, de prendre le temps d'exprimer ses sens. Voilà. Donc, ça sort un peu des sentiers battus de la dégustation de vin, ou voilà. C'est ça. On a plus l'habitude, et puis c'est vrai que l'alcool réunit pas toujours tout le monde, donc le café c'est aussi un peu plus, comment je pourrais dire, universel. C'est plus universel, même s'il y aura toujours des réfractaires. Mais surtout, en fait, je veux dire, on est plus efficace avec une tasse de café qu'à oui, la dégustation de vin, faut pas le faire le matin. C'est ça. Ou alors, faut pas travailler derrière. Mais... Ça, c'est, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Ça peut être un peu difficile. Enfin, moi, je sais que je sais pas faire. Voilà, si on me fait boire, on me fait boire. Après, c'est fini. Après, je m'arrête plus. Voilà. Après, c'est la fête. Ok, et donc là sur toute la partie workshop, vous allez pouvoir créer. J'imagine que vous avez des propositions prédéfinies parce que vous avez l'habitude, mais ça peut être aussi imaginé avec le client. Où c'est pareil, vous avez la même flexibilité comme sur les bars nomades. Vous êtes assez Exactement. Après, si vraiment en fait le client a une demande vraiment qu'il désire très ludique, on va construire un jeu ou moins un jeu d'équipe en tout cas pour réunir les gens et que ce soit sympa. Ça peut être un jeu d'équipe ou ok. Absolument, ouais. Pareil, je pense que c'est très intéressant. Je pense que ça peut donner beaucoup d'idées à nos lieux qui sont très sollicités pour trouver des idées d'activités, d'animation pour leurs clients, parce que le lieu fait parfois office d'agence pour des raisons diverses et variées, et c'est intéressant de comprendre toutes les possibilités qu'ils peuvent avoir en vous contactant. D'ailleurs, je reviens parce que finalement j'ai même pas répondu, puis tu m'avais posé la question sur l'atelier café fromage qui effectivement est très surprenant en fait. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça, on n'imagine pas le café et le fromage, mais en fait c'est vrai que ça marche bien, ça marche super bien. Donc on redécouvre. Moi je suis très curieux, et d'ailleurs on a eu ici une personne qui faisait des dégustations de fromage sur le podcast. Ouais. Je me dis voilà, c'est bouclé. Ça serait l'occasion. Et j'ai traîné dans des clubs de dégustation, etc. Je suis une grande fan de fromage. Ça, j'ai jamais vu. Je suis très du coup, ça a piqué ma curiosité. J'ai dit oula, ça c'est un truc qu'il faut que j'essaye un jour. À tenter. Non, c'est vrai, ça vaut le coup. Parce qu'en fait, il y a comme tu le sais, il y a une grande diversité de fromages, mais on le sait moins qu'il y a une grande diversité de café aussi, et donc de résultats en tasse. Et au-delà de même ça, en fait, il y a une diversité aussi dans les méthodes d'extraction. Donc un espresso, on va pas du tout le ressentir de la même façon qu'un café filtre. Et finalement, peut-être qu'un café filtre va mieux aller avec certains fromages peut-être plus doux, plus frais. Et un espresso, là, on va le mettre contre un roquefort ou contre une mimolette un peu vieillie. Enfin voilà, donc il y a vraiment des choses qui vont marcher ou pas ensemble. Non mais c'est très surprenant parce que on a tous cette image du papy, moi dans ma famille personnellement, qui prend une tartine de fromage avec son café le matin, et on se dit tous c'est vrai, un peu dur. Et oui, ça vient pas, c'est pas du tout une association naturelle, mais c'est pour ça que je trouve ça très très intéressant, et je pense que ça peut faire l'effet waouh pour plein d'occasions. C'est super. Franchement, c'est pas anodin. Ça vraiment génial. Ce qui du coup m'intéressait aussi, puisqu'on parle de formation.
c'est que à nouveau, nos auditeurs sur Evencheck qui accueillent du public parce que ils ont des hôtels, parce qu'ils ont des restaurants, parce qu'ils ont des lieux événementiels, des bars, qui doivent faire du café et dont c'est pas forcément le cœur de métier parce que c'est pas des coffee shops, c'est pas des baristas. Mais je pense notamment aux événements en journée où le café a une place très importante. Quand on est client d'un lieu événementiel, qu'on vient faire un séminaire, avoir un bon café le matin, ça peut changer l'humeur toute la journée. Bien sûr. Je me dis, quels sont tes conseils? C'est quoi pour toi les bases auxquelles il faut penser quand on ouvre un lieu ou quand on se dit, bon là, il faut un petit peu qu'on revoie notre offre de service autour du lieu parce que on n'est peut-être pas très bon sur ci ou ça. On a eu 2-3 personnes qui nous ont dit le café bof. Tu conseillerais quoi pour commencer, pour aller dans la bonne direction et prendre les bonnes décisions? C'est vrai, t'as raison. Le constat, hein, c'est malheureusement, c'est quand même rare de trouver du bon café, et c'est encore presque aussi rare de trouver des gens qui savent quoi mettre en place pour avoir une offre de qualité dans le café. Peut-être un manque de formation, peut-être un manque d'envie aussi, un peu de flemmardise en ce qui concerne le café. Il y a même des chefs étoilés qui disent le café c'est trop compliqué. Moi, je vais rester avec Nespresso en fait. Donc, voilà. Oui, et puis même, enfin moi j'ai connu, je peux parler de mon expérience sans citer personne, mais dans des étoilés où on avait des machines type Nespresso, c'était pas Nespresso mais type Nespresso avec des capsules et on choisissait. C'est ça. Il y avait même pas parce qu'après il y en a d'autres qui sont un peu plus évolués. Je pense notamment à Jura qui fait ses machines avec le grain et mou minute, c'est déjà un peu plus. Là, c'était vraiment de la capsule, hein. Non, mais c'est ça. C'est surprenant, mais il y a aucun. Le café, c'est toujours un peu mis à part en fait. Comme par hasard, en fait, les étoilés ne se disent pas. On peut être étoilé alors en mettant quelque chose qui est complètement artificiel dans un sens. Artificiel, je m'entends en fait. Comme ils ont un sommelier, ils ont pas un spécialiste du café. C'est ça. Et puis le produit lui-même, en fait, il est pas forcément apprécié comme et ils ont pas, on va dire, à se justifier sur l'origine et la façon dont c'est préparé comme tout le reste. Ouais. C'est, enfin, en tant que spécialiste du café, ça me choque. Je comprends que ça ne choque pas d'autres personnes, mais ça devrait, en fait. Ça devrait rentrer dans le cahier des charges de qualité, en fait, d'un restaurant. Mais ça évolue. Alors là, si je peux te rassurer, ça évolue avec la nouvelle génération des directeurs de restaurants qui sont côté service et dont le café, en fait, est lié à leur partie, parce que normalement, le service du café n'est pas lié à la cuisine. Et qui ont plus baigné comme nous dans cette culture du coffee shop et qui sont quand même amateurs de bons produits, puisque c'est a priori ils font ce métier, c'est qu'ils aiment les bonnes choses, parce qu'ils y dédient beaucoup de temps et de passion, et qui peuvent avoir un peu ce côté de se dire bah voilà, on a fait vivre un repas d'exception à quelqu'un, comment est-ce que on arrive à emmener ça jusqu'au bout, que l'expérience soit complète, c'est-à-dire que jusqu'à la fin, jusqu'au service du café, qu'il y ait cette comment je pourrais dire, qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel autour du café aussi, mais c'est très nouveau. Moi, je vois ça que depuis quelques années. C'est très 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 nouveau. Il faut une rencontre pour ça. Hein. C'est vrai que la plupart de ces gens, en fait, comme tu dis, ils étaient clients de coffee shop ou clients de torréfacteurs, en fait, qui les ont bien accompagnés, en fait, parce qu'il faut se faire bien accompagner par des professionnels, en fait. Voilà, si on n'y connaît pas grand chose au café, alors demandez aux autres, en fait. Et c'est la même chose pour les créateurs d'événements. Hein. Et donc c'est très facile de placer une machine à capsule. Maintenant, une grande partie des visiteurs, en fait, ou des gens qui vont venir à l'événement, s'ils sont un peu connaisseurs de café ou ils aiment la qualité, ils vont faire une grimace en buvant votre café, alors que tout le reste de l'événement est parfait. C'est quand même dommage Est-ce qu'il y a des bonnes machines à café? Est-ce que, par exemple, il y a des machines à café où, je vais prendre un exemple simple. Je sais que sur les lieux événementiels avec des espaces de réunion, il est très courant maintenant que les clients demandent à avoir un libre service. Ça fait partie un peu des tendances actuelles. Est-ce que déjà il
y a des choses mieux que d'autres. Pareil, sans citer de marque, je sais pas ce que tu peux dire, mais bon, tu as un peu répondu à la question finalement tout à l'heure. Tu en as parlé. C'est les machines avec des moulins intégrés. Donc en fait, ça va être le mieux. Ça va en termes de libre service, clairement. Okay. Maintenant, oui, en fait, termes de libre service, hein. Voilà, après, sans parler du savoir-faire qui est. Là, je pense que priori, il faut quelqu'un. Il faut quelqu'un. Alors après, pour bien régler la machine automatique, il faut quand même regarder comment les paramètres sont. Et puis, il faut apprendre à acheter du café aussi, parce que si on a des cafés dedans. J'ai effectivement, comme tu l'as dit, on fait pas il y a pas de magie en fait. Donc si on n'a pas un bon café au départ, donc ça demande un peu de compétence finalement aussi de sélectionner le bon café. Donc je dirais le mieux, ça reste de toute façon soit de parler à des professionnels de l'événementiel, soit de parler un café, ou alors au moins de parler à des torréfacteurs artisanaux, parce que c'est eux qui vont avoir la solution la plus adaptée, et peut-être aussi faire des démos. Faire goûter les cafés, voilà, ça permet aussi de pas partir tout seul en improvisation totale avec une machine neuve qu'on ne sait pas régler, et voilà. Donc voilà, toujours se faire accompagner au minimum. Maintenant, si je devais faire une checklist, ça serait effectivement avoir une machine automatique avec moulin intégré, avoir du café pas trop torréfié, c'est-à-dire en fait trop torréfié, on le voit parce que c'est noir, voire même c'est luisant. Donc ça, si vous avez quelque chose comme ça, passez votre chemin. Et ensuite, donc si possible, si vous voyez aussi un paquet, acheter du café de spécialité à un torréfacteur. Donc là, vous allez avoir plus d'informations en fait sur le café quand c'est le cas. Donc ça, on va au-delà du 100% arabica. Donc et puis vous-même, vous pourrez peut-être parler un peu avec plus de. Ça va être un peu plus passionnant, si vous voulez, au niveau du café, de pouvoir dire, voilà, c'est un café qui vient de tel pays, voire même de telle région, de telle plantation, et pouvoir avoir une discussion autour de ça, pourquoi pas. Ou en tout cas, faire honneur en fait à ce travail-là qui a été fait. Et donc si vous voyez sur le paquet aussi qui a marqué torréfaction espresso, c'est une bonne chose, parce que parfois on peut prendre par mégarde un paquet torréfaction filtre et on se retrouve à servir un café qui n'est pas du tout adapté à la préparation espresso. On va le trouver trop acide, on va se dire ah là là, il est vraiment pas bon ce café, alors que voilà, c'était juste au niveau de la sélection qu'il fallait peut-être avoir le petit conseil justement pour pas faire cette erreur. Voilà. Et ensuite, donc quand on règle les machines automatiques, faire en sorte que le café ne coule pas trop vite, qu'il soit pas trop long non plus dans la tasse, et essayer de mettre finalement presque le plus possible de café moulu au départ, pour qu'il y ait de la matière qui soit extraite. Donc on se retrouve avec une tasse où on peut vraiment goûter quelque chose. Il va y avoir du corps, il va y avoir la matière, il va y avoir de la complexité, de l'arôme. Voilà. L'idée étant d'éviter le jus de chaussette, comme on dit en France. Ouais. Mais c'est la réalité, hein, parfois, en fait, voilà. Et c'est très, très facile avec une machine automatique. On se dit qu'on a tout fait en ayant une machine automatique. Non, et puis même sur parce que là, on parle des versions automatiques, mais moi, je pense aussi au restaurant où on sait pas forcément bien utiliser les grosses machines qui, en effet, sont très impressionnantes et qui demandent beaucoup de soins. Et ça, moi, j'ai été... je fais partie de ces gens-là. C'est pas ça. On m'a jamais formée. Et de faire des cafés qui ont le goût de brûler. Exactement, ouais. C'est quasiment, maintenant mon palais a vieilli, donc je le sens plus, je suis plus sensible, mais c'est vrai que ça m'arrive souvent de goûter un café dans un restaurant et de me dire, ouh là là, il y a un problème avec la machine. Ils ont brûlé le café. Mais bon, là, j'imagine que sur des personnes qui ont des machines comme ça, là, je pense que le meilleur conseil qu'on peut leur donner, c'est de se former. C'est de se former ou de se faire accompagner, ouais. Ah oui, non, pour les restaurants. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est de pas avoir peur de la boîte noire, par exemple. C'est même les techniciens, en fait, qui de temps en temps viennent faire un petit check de la machine. Ils disent aux employés, ne touchez jamais le moulin, ne touchez jamais la machine, elles sont réglées.
Donc dans un sens, eux, ils font ça pour éviter de revenir trop longtemps, parce que si les gens dérèglent tout dans le mauvais sens, bah, ils vont ensuite se plaindre, dire que les machines ne marchent pas, que le café n'est pas bon. Mais le problème, c'est que si on ne sait pas régler le moulin, on va jamais pouvoir faire un bon café. C'est juste impossible. Donc finalement, en fait, il faut effectivement aller vers la formation. Il faut dire aux gens, apprenez à utiliser un moulin. C'est l'objet essentiel. On n'est pas formé dans les lycées hôteliers, donc il n'y a pas de, enfin, à part si on a eu un collaborateur, un mentor qui avait une expertise poussée, qui a pu former. Sinon, il est impossible aux équipes de deviner comment ça marche. Ouais. Il faut faire appel à des organismes de formation certifiés et voilà, et faire tiens, par exemple. Non, toutes les entreprises, tous les restaurants ont un OPCO qui permet de former ses salariés sans de financer les formations. C'est fait pour ça, donc il faut les utiliser tout simplement. En fait, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'excuse vraiment en fait, parce qu'on a vraiment un système qui nous permet justement de former ces équipes. Donc allons-y. Et est-ce que c'est facile de trouver, tu disais, passer par des artisans torréfacteurs? Moi, demain, je vais sur Internet, j'ai besoin d'en trouver un. C'est facile? C'est vrai qu'on peut être un peu perdu parce que par Internet, on va avoir beaucoup de réponses et parfois pas forcément celles qu'on voudrait trouver. Je dirais déjà, en fait, allez dans votre quartier où c'est pas trop loin de chez vous. En fait, même au-delà de Paris, en fait, ça se développe beaucoup ailleurs en France. Alors moi, j'ai habité sur l'île de Ré, il y en avait un. Bien sûr, c'est Café Windara, probablement. Oui. Pour ne pas lui faire la pub, mais il en vaut la peine, donc ça va. C'est du très très beau café, mais c'est pour dire, bon, en cherchant un peu autour de chez soi, a priori, on peut trouver, c'est assez étendu. On peut trouver clairement, et ce sont toujours des passionnés en fait. On fait pas ce métier-là si on n'est pas passionné. Donc c'est vraiment au-delà de Google qui peut apporter beaucoup de résultats. Vraiment, si vous avez quelqu'un près de chez vous, allez directement le voir en fait. Comment on sait que on est face à un bon artisan torréfacteur au-delà du goût, parce que c'est pas quand on n'a pas été comment je pourrais dire, sensibilisé? Est-ce qu'il y a des labels particuliers? Est-ce qu'il y a un discours particulier? Est-ce qu'il y a une méthode de torréfaction qui peut nous donner une indication? Est-ce que il y a des bonnes choses à savoir? Alors, il n'y a pas de label de café de spécialité. Le bio, si on parle de label, le bio, c'est une bonne chose, mais ça ne veut pas dire qualité. C'est la même chose pour le fair trade, le commerce équitable. Il y a des choses positives, mais en fait, au final, on ne sait pas si on va avoir un bon café. C'est finalement rarement le cas, malheureusement. Et donc, il y aurait peut-être des choses, moi, quand je rentre dans un nouvel établissement, que ce soit un coffee shop ou un torréfacteur, il y a des choses que je regarde et qui en fait sont des marqueurs de en fait il faut que si je les vois, c'est ok, je me barre quoi. En fait c'est pas possible. Donc après c'est vraiment gros marqueurs. Les gros marqueurs. Alors les gros marqueurs qui vont pas du tout sur la machine à espresso, c'est son entretien évidemment, et le moulin d'ailleurs. Si vous avez un moulin avec une trémie, c'est-à-dire le réservoir où on met les cafés en grains, qui est sale et qui est collante parce que justement ça indique que la personne n'a pas nettoyé son moulin très souvent, et en plus de ça qu'ils utilisent des grains de café, justement comme je le disais tout à l'heure, qui sont un peu luisants, c'est-à-dire que la torréfaction est allée tellement loin en fait que les parois cellulaires des grains ont explosé, et l'huile qui est contenue dans les grains de café part à l'extérieur. Et comme on n'ouvrirait pas une bouteille d'huile d'olive à l'air parce que ça devient rance, ça s'oxyde, c'est la même chose en fait pour l'huile du café, ça va donner un très mauvais goût très rapidement. Donc ça c'est no go. Ensuite, sur une machine espresso, si vous voyez une buse à vapeur qui est pas nette, c'est-à-dire luisante, c'est ça en fait, bien luisante, c'est-à-dire il faut éviter que ça soit blanc, voire même vert. J'en ai vu des vertes. Enfin on n'a pas du tout envie d'aller plus loin que ça. Et ensuite c'est regarder en combien de temps l'espresso coule. Voilà. S'il coule en moins de 20 secondes, vous pouvez partir. Et si c'est en moins de 15 secondes, voilà, ça c'est no go. Après, entre 15 et 20 secondes,
peut-être, pourquoi pas. Mais voilà, ça c'est aussi si ça coule trop vite, c'est très mauvais signe. Et ce qui est souvent le cas, hein, parce que la plupart des gens qui travaillent mal veulent travailler très vite et trop vite, donc voilà, ils ne font pas ce qui est nécessaire pour faire de bons cafés. Ça, c'est pour les machines professionnelles. Hein. Les machines automatiques ont tendance à extraire le café plus vite, donc c'est pas exactement les mêmes règles en fait. Voilà. Et donc vraiment l'allure des grains de café. Ensuite, c'est une couleur trop sombre. Et voir si c'est passé à un côté luisant, là c'est vraiment très mauvais signe. Ça c'est ce qu'on peut voir aussi chez le torréfacteur. Absolument, pour le torréfacteur. Et puis aussi voir des défauts qui sont très faciles à reconnaître, même pour les débutants. C'est-à-dire si vous prenez une poignée de café, donc en grains, si vous voyez qu'il y a beaucoup de grains qui sont cassés ou voire avec des petits trous, ce sont des insectes qui viennent qui ont mangé le grain en fait. Donc s'il y a beaucoup de choses comme ça veut dire qu'il y a eu très peu de sélection des défauts dans ce lot-là. Il y a très peu de chances que ce soit un bon lot derrière. Donc si vous allez chez un torréfacteur qui travaille en café spécialité, vous allez faire la même chose et vous allez avoir un lot qui est beaucoup plus, même un échantillon dans la main qui est beaucoup plus homogène, avec beaucoup moins de défauts. Et puis parler après au torréfacteur et essayer de comprendre en fait s'il a des connaissances sur les origines des différents cafés. Posez des questions, soyez curieux. Exactement. Voilà, s'il a tendance à partager un peu de son travail, c'est très très bon signe parce que comme tout artisan passionné, en fait, on a envie de partager. Donc si la personne est très vague et n'a pas envie de passer du temps avec vous, passez votre chemin tout simplement. Ouais. Et est-ce que ce sera la dernière question, est-ce que moi j'ai appris au hôtelier par contre à déguster le vin et on nous disait beaucoup quand c'est bon, c'est bon. En fait, il n'y a pas de doute que ce soit une petite étiquette, une grande étiquette, un vin rouge, un vin blanc, un vin sec, un vin liquoreux. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, quand c'est vraiment pas bon, c'est pas bon pour tout le monde. C'est alcooleux, ça pique, c'est désagréable. Est-ce qu'il y a cette même règle dans le café? Est-ce que quand on va chez un artisan torréfacteur et qu'on goûte un café, quelqu'un qui fait très bien les choses, a priori, ou quand on va sur un de vos bars éphémères, quand c'est bon, c'est bon. Même après, ça peut être trop amer, etc. Il y a des goûts, mais je veux dire, malgré tout, ça reste équilibré, ça reste harmonieux, ça reste agréable. Après, c'est pas, voilà, il y en a qui aiment le chocolat noir, il y en a qui aiment le chocolat au lait, mais un bon chocolat noir, c'est bon. Alors qu'un mauvais chocolat noir, ça peut être juste de l'amertume. Je pense que je comprends alors, je sais pas si tout le monde dans le vin en fait dirait ça en fait. C'est curieux, mais enfin je suis très curieux de savoir si tout le monde serait d'accord avec ça. Même si je suis sûr que la personne qui t'a dit ça en fait était très 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 sincère et tout ça. Parce que dans le café en fait, c'est sûr que si on part d'un café qui est très équilibré, qui est très sucré, qui est finalement pas trop funky comme on dit, c'est-à-dire qui part pas dans des extrêmes. On va choquer personne. Un bon classique, quoi. Un bon classique, alors même un très très bon classique. Il y en a en fait, mais quelque chose de très équilibré. Là, évidemment, on prend beaucoup moins de risques. Et j'avoue que chez La Claque, on a tendance à utiliser plutôt des choses comme ça surtout quand on est dans des événements avec beaucoup de monde. Comme tu disais, avec les 4000 participants, etc. Vous avez besoin d'avoir une bonne base. Exactement. On parlait d'universalité tout à l'heure. Voilà, faut que ça. Et là, ça marche. Dans ce cas-là, ça marche. Mais on a vous parliez de claque au début. Vous disiez, tiens, on lui a donné une claque. Ça veut bien dire que vous arrivez à montrer à des gens qui sont pas forcément amateurs ou qui n'y connaissent rien, que sur des choses plus compliquées, vous pouvez les emmener. On peut les emmener. Mais on peut déjà les emmener avec un café très équilibré et très bien extrait et très bien sélectionné. C'est ça la magie de la chose. Et c'est là où on a beaucoup d'opportunités dans le café parce que on a une culture café où les gens vont dans des cafés, ils s'assoient aux terrasses, ils boivent des tasses de café. Mais on n'a pas la culture de la qualité du café. Il y a très peu de gens qui s'y connaissent dans l'évaluation justement sensorielle de dire ce que c'est vraiment un bon et un mauvais café. Donc en fait, si on leur sert quelque chose déjà qui est très bien extrait, avec de la matière, ce qui est quand même relativement rare en France parce qu'on a tendance à remplir trop les tasses, déjà ça leur fait une claque. Alors si ensuite après on sait qu'on a un public qui peut-être va être un peu plus open sur des découvertes sensorielles, là on a vraiment la chance d'avoir dans le café spécialité des différentes origines, différents savoir-faire, différents process
après la cueillette de fermentation notamment, qui vont amener des résultats en tasse vraiment très surprenants. Et parfois, si on fait une dégustation avec quelques cafés sur une table, ils seront tous aux antipodes chacun les uns des autres. Les uns des autres, ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une réelle diversité en fait. Donc là, nous aussi, on est capable de le faire. On va juste s'adapter encore une fois à un public où on va se dire bon bah là peut-être qu'on peut se permettre ça, ou etc. Mais je trouve quand même que et alors pour répondre à ta question finalement, est-ce si un café est bon il est bon, il y a rien d'autre à dire. En fait, même parmi les professionnels, il va y avoir de la subjectivité, et heureusement en fait. Bien sûr, mais bien sûr. Non, c'était plus de dire il y a des goûts et des couleurs, mais c'était de dire même quelqu'un qui n'apprécie pas un très bon café parce que c'est un fin connaisseur qui dit bah moi je trouve que il y a un meilleur équilibre sur celui-là, sur l'acidité ou comme dans le vin, c'est très complexe, mais malgré tout il y a une base de dire bon ça c'est de la piquette, ça c'est vraiment pas bon. Et là on commence et après il y a tout le groupe où c'est des goûts et des couleurs, mais on est tous d'accord pour dire que ça n'est pas de la piquette. On est déjà sur quelque chose d'un peu plus raffiné, agréable, etc. à boire. Après, ça veut pas dire qu'on va en acheter, mais il y a une qualité qui est là. Bah, si je peux faire une mini formation en 1 minute pour évaluer le café, en fait, c'est ce que je dis à chaque fois. En fait, il y a 4 critères de qualité pour qu'on recherche dans un café. Donc, un bon café, c'est un café qui aura une belle acidité, c'est-à-dire quelque chose qui va réveiller les papilles au départ, puis qui va s'estomper et laisser place à autre chose. C'est pas une acidité qui reste, qui va tirer là sur les côtés. Ça, on n'en veut pas. Mais une belle acidité, oui. On recherche de la longueur en bouche. Donc, c'est quelque chose qui va rester longtemps, qui est sur le palais et qui va être agréable aussi. Si c'est quelque chose qui est vraiment désagréable, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et de 3, il y a la douceur ou la sucrosité. Donc, en fait, un bon café doit naturellement être sucré. On n'a pas envie de rajouter du sucre. Et donc 4, c'est le corps. On veut de la texture, encore une fois, en fait. Donc, on veut de la matière. Si c'est trop aqueux, c'est qu'il y a eu un problème. Voilà. Donc, si on a ces 4 qualités, déjà, en fait, on est sur un bon café. Et ensuite, chacun va essayer de de ce qu'on aime tous les uns les autres. C'est ça. Merci beaucoup Emmanuel pour tous ces éléments. Je pense que là, ils ont de quoi réfléchir. Merci à toi, surtout Clémence. Ouais. Je t'en prie. Notre but, vraiment, si on n'a pas compris, moi je m'amuse à dire que chez La Claque, en fait, on veut sauver le monde du mauvais café. Donc ça paraît présomptueux, mais en fait, on fait ça dans l'événementiel. Il y a vraiment beaucoup de mauvais cafés, donc on apporte des solutions à ça. Malheureusement, dans le CHR, il y a beaucoup de mauvais cafés. On fait de la formation, et donc bientôt, en fait, parce que là, c'est pas encore effectif, mais je peux l'annoncer ici, mais on va bientôt aussi torréfier notre propre café. Donc, on va enfin boucler la boucle et puis être maître de notre sourcing de café vert et de ce qu'on veut donner ensuite. Parce qu'on a beaucoup de clients qui nous demandent où est-ce qu'on peut acheter votre café. C'est la question que je te posais, de trouver des torréfacteurs, parce que quand on n'y connaît rien, c'est comme, trouver tout partenaire quand on n'y connaît rien, c'est vrai. C'est pas évident. Et vous êtes national. Sur les services dont on a parlé aujourd'hui, je peux vous appeler de n'importe où. Exactement. Ouais, on est nomade, donc par définition, on va partout. Après, on est basé à Paris et à Nice. Ouais. Donc voilà. Bien, donc on est pas mal. On est effectivement pas trop mal. Voilà. Magnifique. Eh bien, je te remercie d'avoir partagé ton savoir-faire, de toutes ces informations, de nous avoir raconté ton histoire. On mettra les liens vers les différents supports que vous avez déjà. On mettra les liens aussi vers tes réseaux sociaux, ceux que tu voudras partager pour qu'on puisse te contacter. Oui. Et on espère que cela vous aura tous inspiré à boire du bon café et à partager avec vos clients aussi des activités autour du café qui, on le sait, sont très appréciées. Merci encore Emmanuel. Merci à toi Clémence. Au revoir. Ciao, ciao.